Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être au grand rendez-vous de ce 8 juillet 2019. On démarre tout de suite par la météo qui nous est réalisée ce soir par Harold Coutan. Toutes nos salutations à tous ceux qui nous suivent depuis Atiémé, depuis Bopa, depuis Lokossa. Tout ça, c'est dans le département du Mono. C'est la carte que nous propose de suivre ce soir Harold Coutan. Grâce à Bénédicte Posso qui est à la caméra ce soir, à Roblessa Vouzoukan à l'infographie, au son Enoch Gogam, à ma chef d'édition Cécile Roundé, au réalisateur, je dirais réalisateur tout puissant, comme j'aime bien le dire, Janvier Tonon, vous nous suivez ce soir. Et nous avons prévu recevoir pour vous dans Monde agricole avec Karamat Agbataou. Ce soir, Djibril Azonsi, il est ingénieur agroéconomiste. Avec lui, on va parler du financement, clé du développement agricole. Et ce sera dans Monde agricole. Nous allons recevoir ensuite Dr Landrick Estelle Brun. Elle est experte en zones humides pour nous parler précisément des zones humides du plateau d'Alada. Agir pour freiner la régression, c'est son coup de gueule. Nous aurons également sur ce plateau Franck Kouyami. Il est expert en gouvernance. Avec lui, on va parler de e-gouvernance, l'Internet au service de l'administration publique. Il sera reçu tout à l'heure par Fulgensia Rontondi dans votre rubrique Autant savoir. Le dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir sera consacré à l'expert. Et l'expert de ce soir s'appelle Ulrich Merwele. Il est coach motivateur et il nous parle des jobs de vacances. C'est la période. Les collégiens, les élèves sont pratiquement tous, à part les candidats du CEP. Tout le monde est en vacances. Comment éviter les pièges pendant ces vacances, les pièges, les annonces de jobs de vacances par-ci? Quels sont les différents canaux sûrs pour avoir les informations utiles lorsqu'on parle de jobs de vacances? On va aborder tout ça avec le coach motivateur. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et le journal ce soir sera présenté par Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Merci d'être avec nous ce soir. Et le week-end, ça a été? Ça a été très bien, heureuse d'annoncer. D'accord. Alors, qu'aurons-nous au menu du journal de ce soir? Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. L'historique qualification des écureuils au quart de finale de la CAN Égypte 2019, on en parle encore dans le journal. Nous suivrons la réaction des écureuils. Autre réaction à suivre, c'est celle des internautes. Bruno Soali a lu quelques-unes d'entre elles pour nous. Et puis, le jus de fruits de qualité douteuse peut nuire à la santé. Les consommateurs doivent être avertis pour pouvoir faire la différence entre un bon jus et un mauvais. Un ingénieur agronome nous en parle et ce sera à 19h45.
Ce dernier sujet m'intéresse bien, hein, mais le sujet qui m'intéresse encore plus, c'est la qualification des écureuils. Eh bien oui, je sais que vous êtes supporter, je ne dirais pas chaud, mais vous étiez... Heureuse d'annoncer, je suis supporter inconditionnel des écureuils. Je sais que le vendredi, vous étiez scotché. Rien ne pouvait vous retirer de l'écran. N'est-ce pas? Et vous étiez très heureuse suite à leur qualification. Et puis ça a payé. N'est-ce pas? Tout le monde était content. Franchement, Cotonou, comme le dirait le chef de l'État, était en ébullition, le Bénin tout entier d'ailleurs. On va retrouver les images tout à l'heure dans le journal lorsqu'il va sonner 19h45. À tout à l'heure, Estelle. À tout à l'heure, Rosdane. Merci à vous. Le premier plateau, mesdames et messieurs, qu'on va installer pour votre grand rendez-vous de ce soir, c'est Nature et Bien-être. Nature et Bien-être reçoit Landry Castel-Brun. Elle est experte en zones humides. Avec elle, on va parler des zones humides du plateau d'Alada. Agir pour freiner la régression, nous dira-t-elle. Voici ce que nous propose Cécile Rounet dans son reportage. Ces milieux constituent des zones humides. Comme point commun, l'eau. Elles peuvent être salées, douces ou saumâtres. Le Bénin a 4. Il y a la zone humide qu'on appelle la zone humide numéro 10-17 et la zone humide numéro 10-18 qui couvre la Kouémé, Nokoué, Lagune, Chenal de Bada, etc. Et nous avons la zone humide 1668 et 1669 qui sont au nord, W Pandiari. Ce sont les 4 zones humides que nous avons inscrites sur le site de Ramsar. Actuellement, le Bénin est en train de chercher à inscrire 2 autres zones. C'est la zone du lac Toro et la zone de Ablekete. Certains les voient comme un nid de moustiques ou un frein aux activités humaines. Mais les zones humides offrent assez bien d'avantages. Je pense seulement le cas de la pêche. Vous savez combien la pêche apporte au niveau du Bénin par an? C'est plus de 60 milliards. Ouais, donc si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Vous prenez 1 hectare de mangrove, ça séquestre 12 tonnes de CO2 par an. Or, si vous détruisez ça, ça veut dire que vous permettez la libération de cette quantité de CO2 dans la nature. Donc ça contribue aux effets du changement climatique. 1 549 393 hectares. C'est l'espace occupé au Bénin selon la Convention de Ramsar. L'aménagement des cours d'eau, les prélèvements d'eau et les activités agricoles sont entre autres menaces. Protéger les zones humides vaut mieux que reconstruire. La protection vaut mieux que la reconstitution, nous dit Cécile Rounet. On retrouve sur le plateau ce soir Jennifer Sativi de la culture. Alors, l'environnement. Comment vous portez-vous? Ça va, heureuse et chez vous? Merci d'être là. Je me porte très bien. Vous nous prêtez main forte ce soir. Merci beaucoup. Vous recevez Landry Castel-Brun. Elle est experte en zone humide. Comment allez-vous? Bonsoir, madame. Bonjour, madame. Vous portez très bien. Le week-end, ça a été? Belle. Ah, waouh! je ne souhaite même pas avoir de détails. Alors, on parle des zones humides. Comment procéder à leur protection? Précisément les zones humides du plateau d'Alada qui seraient en forte régression, paraît-il. Et il y a plusieurs actions qui provoquent cela. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Notre invitée, comme elle l'a dit, a fait beaucoup de travail. Elle a fait un travail de recherche sur la question. Et nous allons lui demander d'abord, dites-nous comment se portent les écosystèmes dans les zones humides d'Alada. Merci, madame Jennifer. Tout d'abord,
La commune d'Alada est située dans le département de l'Atlantique, plus précisément dans le sud Bénin. Et dans le sud Bénin, nous avons 2 sites Ramsar. Le site Ramsar 1017 et le site Ramsar 1018. De là, ce site est constitué de la basse vallée du Kofo, de la lagune côtière du Chenal Ao. Et sur la base de la cartographie, il se fait que la limite de ces zones humides passe par la commune d'Alada. D'accord. Donc, c'est ce qui agit sur cette zone, en fait. Bon, c'est d'abord l'intérêt du sujet. Et après ça, nous avons vu que ces écosystèmes sont des milieux fragiles et instables. Et le rapport de la FAO sur la flore et la faune a déjà porté notre attention sur le danger qui se pointe à l'horizon. Et cette étude a permis de comprendre que l'agriculture, l'exploitation forestière et la pêche sont considérés comme les principaux déterminants de dégradation, ajoutés à la croissance démographique, l'installation des populations et à l'urbanisation. D'accord. Le lien avec les zones humides. Voilà, je me demande, parce que peut-être l'installation anarchique, puisque si on parle de l'agriculture, de la pêche, c'est leur première activité de subsistance, si on peut dire. Donc, comment ils peuvent faire alors? Est-ce qu'ils vont arrêter de pêcher, de labourer la terre? Là, on ne peut pas leur dire d'arrêter, parce que vu l'épuisement des terres arables par l'occupation anarchique et la croissance galopante, les populations se sont penchées plus sur les zones humides pour pouvoir avoir des terres fertiles pour une bonne production. C'est ce qui a d'ailleurs intéressé ces populations à s'appesantir sur ces zones humides. La fertilité de ces sols. Et quelles sont les pratiques exactes qu'ils font et qui... Bon, plusieurs pratiques sont donc à décourager. L'agriculture, on peut dire qu'il y a beaucoup d'intrants. Les pesticides qui sont utilisés pour pouvoir rentabiliser leur production. Et ces pratiques qu'on impacte sur les zones humides, en ce sens que ces zones humides, ils utilisent d'abord ces zones pour leur boisson, eau de boisson, pour la lessive et pour d'autres activités. Par exemple, s'ils veulent faire l'huile de palme, c'est au bord de ces zones humides, ils vont et dans une pirogue, dans un bateau, ils prennent l'eau pour pouvoir laver ces trucs-là. Donc, tout ça là impacte sur l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés. Et la production de ces huiles, nous les conservons. Ça peut impacter aussi notre santé. Ok, nous les consommons. Oui, nous les consommons. C'est clair. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pourriez suggérer comme solution dans ce cas? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter de dégrader l'environnement ou les écosystèmes de ces zones humides? D'abord, pour en arriver là, nous avons constaté que la cartographie spatio-temporelle des zones humides a révélé une disparition totale des formations naturelles au profit des formations anthropiques. Et là, la savane arborée a totalement disparu des zones humides en 2014 contre 11,47% en 1990. Et là, les agglomérations ont connu une progression vraiment sensible de 9,43. Donc, ce qui explique que les formations naturelles sont vraiment en dégradation au profit des formations anthropiques. Et les cultures, les champs et jachères sont laissés en faveur de ces agglomérations. C'est ce qui explique d'ailleurs l'installation anarchique
de ces populations à des fins commerciales et de pollution. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de sensibilisation envers ces populations déjà? Plusieurs tentatives sont déjà à l'œuvre dans la commune parce que nous avons le CERPA Atlantique qui a déjà fait le CERPA Alada. Et mène déjà des actions en faveur de ces zones pour pouvoir les sensibiliser et les former. Mais vous savez que la population est toujours maître de sa nature. Il fait de quoi il veut. Donc ils n'ont pas encore vraiment pris le pli? Non, pas tellement. Ils n'ont pas encore vraiment pris le pli. Là, et cette situation a permis d'identifier 5 espèces menacées qui sont sur la liste rouge du Bénin, de l'UCN au Bénin. D'accord. Et ces espèces, vous savez que c'est tellement consacré au Bénin, et si on dit que ces espèces sont en disparition totale, il va falloir mener des actions pour pouvoir faire venir encore. De quelles espèces s'agit-il? Il s'agit de Xanthosylum xantholoides. Vous pouvez nous épargner les thèmes techniques? Comment les populations de ces localités-là, d'Alada précisément, peuvent comprendre la chose? On l'appelle ça rétine. Bon, triplochidon sclérosoïde, ça là c'est wéti. C'est wéti. Bon, ces populations utilisent ces espèces aussi à des fins commerciales. Mais vu la dégradation alarmante des pratiques endogènes, il faudrait donc des actions plus performantes pour pouvoir remédier à ces... Ça, justement, tout à l'heure, vous parliez de la convention de Ramsar qui protège ces zones humides. Donc, quelles sont les actions qu'il faut mener? Bon, les populations elles-mêmes ont déjà initié des actions. Ah, donc elles sont conscientes Elles sont conscientes même de la situation et elles-mêmes, elles ont développé d'autres actions à travers les fientes et de volailles. Ça concerne l'agriculture biologique par rapport à l'ananas. Et même les forêts sacrées contribuent un tant soit peu à réguler la situation qui prévaut dans la commune d'Alada. Comment les forêts sacrées arrivent à jouer ce rôle? Exactement. Si nous considérons la fonction socio-culturelle et la sacralisation des forêts sacrées dans les zones humides, fait que avant d'aller dans ces forêts, il y a d'abord une divinité qui est implantée dans cette zone d'abord. Et la divinité, à travers cette divinité, on peut trouver dès ou bien une forêt sacrée. Donc ils ont le respect du milieu. Le respect du milieu sacré fait que, et même s'il y a des actions qui sont menées, il y a d'autres endroits que les populations ne peuvent pas pénétrer. Donc tout ça là favorise la protection et la conservation de ces zones humides. Oui. Il faudrait peut-être encourager les forêts sacrées heureuses. Il faut en parler avec les spécialistes, amener peut-être nature tropicale et d'autres personnes. Certainement. Mais est-ce que c'est opportun déjà de s'intéresser à l'écosystème des zones humides? Est-ce que vous pensez que ça peut nous apporter des choses? Tout d'abord, une fois que la convention est là, c'est d'abord pour protéger les zones humides. C'est pour ça que le Bénin a inscrit jusqu'en 2017 4 sites comme ça. Donc c'est très important d'abord. Ça tient compte de l'importance capitale des zones humides qui portent vraiment, qui ont un atout considérable. Dans ce sens. Ok, merci beaucoup Madame Estelle Brun. Et puis donc on retient que des actions sont quand même menées. Il faut que les populations elles-mêmes prennent conscience et puis jouent le rôle qu'il faut. Merci d'avoir été sur notre plateau Heureuse. Merci à vous. Et merci de nous avoir reçus. Avant de finir, permettez-moi de dire qu'il faut d'abord une éducation relative à l'environnement en partant la base. En partant la base, l'introduire dans l'éducation, dans le système éducatif. Exactement. Là, ça peut, un temps soit peu réguler la situation
des zones humides sur le plan national. Il faut une éducation relative à l'environnement. D'accord. C'est entendu. Merci à vous, mesdames Jennifer Satiri et Landrick Estelle Brun. Vous êtes experte en zones humides. Merci, bonne soirée à vous. Après donc Nature et Bien-être, mesdames et messieurs, nous allons installer le second plateau. Et là, on reçoit Fulgien Sia-Routondi dans Autant Savoir et son invité, Franck Kouyami, l'expert en gouvernance. On parle là de e-gouvernance. Nous sommes dans Autant Savoir, mesdames et messieurs, et je le disais tantôt, on parle de e-gouvernance, l'Internet au service de l'administration publique. Mais avant de retrouver Jennifer, qui est partie d'ailleurs, avant de retrouver Fulgien Sia-Routondi, il y a tellement de noms ici, je m'embrouille parfois, excusez-moi du peu. Alors, avant de retrouver Fulgien Sia-Routondi et son invité, on va suivre ce reportage réalisé par Rodrigue Babagbeto sur le e-visa. L'outil est vraiment un bon outil et facilement accessible. Et pour preuve, le nombre de bénéficiaires du visa en ligne ne cesse de croître. Tel le nectar attire les abeilles, le e-visa connaît déjà l'assentiment de bon nombre d'étrangers désireux de fouler le sol béninois. Voilà le rapport sur le e-visa. Nous avons lancé cela le 24 avril et c'est à 0 heure qu'on a activé. Mais déjà le 25 à 11h26 minutes 28 secondes, nous sommes déjà à 68 visas délivrés. Donc, demi-journée, puis on est à 11h. Le lendemain, lorsque nous avons fait encore le rapport, pour la seule journée du 25, on est au-delà de 100. Donc, vous-même allez apprécier l'engouement que cela suscite. Un engouement certes, mais déjà les corsaires sont en position. Des sites pirates voient déjà le jour, mettant ainsi en mal cette volonté du gouvernement d'amoindrir le coût du visa d'entrée au Bénin. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont malins et qui profitent toujours de toute situation. Lorsque vous allez sur ce site, le coût n'est pas le même que ce que le gouvernement a fixé. Nous avons parcouru ces sites-là. Le coût, le e-visa qui est à 50 €, sur ce site, c'est à 89. C'est-à-dire, ils vous facturent le service. Lorsque vous allez sur le site, eux, ils font tout comme si c'est eux qui vous donnent le visa. Mais en fait, lorsque vous donnez les références, vous donnez les références de vos identités, eux, ils vont sur le site du gouvernement et c'est eux qui activent et qui ont le visa en votre nom. Donc, certainement, le service, là, a été facturé à 49 €. C'est beaucoup. L'alerte est donc donnée. Attention à ne pas se faire prendre. Le bon site est le www.evisa.gouv.bj. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Et on retrouve Franck Kouyami, président du Forum sur la gouvernance de l'Internet, et Fulgien Sia-Routondi. La goboté, comme je le dis si bien, qui se retrouve dans Autant Savoir. Comment vous portez-vous? Ça va bien, heureuse. Et chez vous? Je me porte très bien le week-end. Ok. Non, ça a été. Ça a été. Ouais. Monsieur Kouyami, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de mon invitation et je profite pour dire allez les écureuils. Déjà. Franchement, les hommes, mais c'est normal, hein, quand oui. même. Surtout que les gars, là, nous surprennent. Ah oui. À chaque match, ils nous surprennent. Oh, on a de cœur avec eux. Ils ont assuré. Oui, ils ont assuré. Alors, on parle de e-gouvernance, l'Internet au service de l'administration publique. Oui, vous le savez, heureuse. Aujourd'hui, les TIC sont mis à contribution pour rendre la vie beaucoup plus facile aux agents du service public, à la population également. Et voilà, d'entrée de jeu, je voudrais, M. Franck Kouyami, comment est-ce que vous définissez e-gouvernance? Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le e-gouvernance, c'est simplement l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour améliorer les procédures et les échanges entre l'administration publique et les administrés. Que ces administrés soient des personnes physiques ou des personnes morales ou même l'administration elle-même, parce qu'il ne faut pas oublier que l'administration se rend des services. Une administration A peut devoir rendre des services à une administration B. Il s'agit également d'améliorer les procédures et les communications, soit vers l'extérieur, donc ce qu'on appelle le front office,
soit à l'intérieur même des administrations, donc ce qu'on appelle le back-office, donc les traitements, les procédures de traitement des requêtes, des demandes qui sont faites à l'administration concernée. Et l'ensemble des services de l'administration publique est concerné par l'e-gouvernance. Et au Bénin, le projet e-gouvernance est une des composantes du projet e-gouvernement qui comprend l'e-administration et l'e-gouvernance. J'ai eu tout à l'heure une image là, e-bilan, pour déposer les états financiers. Oui, c'est le dernier déjà en date au Bénin, qui est sorti le 28 juin dernier. Qui a été lancé par la Direction générale des impôts, qui s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises et qui met à leur disposition une plateforme sur laquelle ils peuvent déposer leur bilan financier et contacter des experts pour la certification de ces bilans, et qui va permettre à des experts aussi de se mettre en contact avec l'administration et avec les entreprises qui déposent des bilans, et également qui va permettre au service des impôts et puis du ministère des Finances de façon générale de disposer en même temps de données factuelles très facilement exploitables et réorganisables pour répondre aux différentes demandes d'information de la BCAO, de la Banque mondiale, ainsi de suite, voilà. Donc, il faut dire déjà que l'e-gouvernance vient résoudre beaucoup de problèmes déjà qui étaient au sein de l'administration. Oui, mais ce n'est pas le but premier de l'e-gouvernance. L'e-gouvernance, en fait, c'est améliorer les choses, simplifier les procédures. On ne fait pas de l'e-gouvernance, par exemple, en calquant le fonctionnement des outils sur les fonctionnements classiques. Parce que l'e-gouvernance suppose aussi un audit, une lecture intelligente des procédures pour éliminer tous les éléments superflus qui rallongent la procédure, qui la rendent plus lourde, moins efficace et moins efficiente. Donc on ne va pas reprendre la procédure physique, par exemple, et la remettre directement au sein de l'application, de la plateforme qui permet de rendre le service de gouvernance. On va analyser la procédure existante pour voir quelles sont les différentes étapes, par exemple, qui sont tout à fait inutiles ou qui ne sont justifiées parce qu'on est dans un monde réel et on fournit des informations physiques sous forme physique, donc du papier, par exemple, et qui sont par exemple totalement superflus quand on a affaire à du contenu électronique, par exemple. Quand vous faites votre déclaration en ligne, pour vous donner un exemple, et quand l'État vous a donné un identifiant unique qui permet de vous identifier au sein de la population béninoise, vous n'avez plus besoin de fournir acte de naissance, jugement supplétif, souche, ainsi de suite, pour demander une pièce administrative, par exemple. Parce que quelque part, au sein de l'ensemble du système d'information de l'État, il y a une base qui contient la correspondance entre cet identifiant unique que vous présentez en tant qu'administré et les autres informations. Et c'est cette base-là qui certifie que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Alors, quelles sont les différentes phases de l'e-gouvernance? Alors, globalement, on peut en compter 5. Déjà, l'étape 0 où on n'a rien, on est encore sur les modèles de fonctionnement classiques. Ensuite, on va donner à l'étape 1 la possibilité aux usagers, qu'ils soient externes ou internes, de télécharger des formulaires, de les remplir et ensuite d'aller les déposer. Une troisième étape plutôt où le dépôt même de ce formulaire va se faire en ligne. Ensuite, une quatrième étape où l'ensemble des échanges se passe directement sur une plateforme. Et une cinquième étape, l'étape absolue, l'étape finale, on espère, où vous n'avez même plus besoin, théoriquement, de saisir d'informations. On en est où, là? Au Bénin, nous sommes à quel niveau? Alors, le Bénin, j'avais parlé du programme e-gouvernement qui comprend 2 volets. Le programme e-administration qui est vraiment spécifique à l'administration publique, au service de l'administration publique et au bénéfice de l'administration publique. Il vise en fait à améliorer et renforcer les compétences des fonctionnaires, donc des travailleurs au sein de cette administration, dans l'utilisation des outils numériques, et ensuite la mutualisation de l'ensemble des initiatives en matière de gouvernance au service de l'administration et au profit de l'administration au sein d'une plateforme unique, l'intranet gouvernemental. Et ensuite, on a le programme e-gouvernance qui vise en fait à simplifier, améliorer, optimiser les procédures et les méthodes de communication entre l'administration publique et les administrés, donc les personnes physiques et les personnes morales, les entreprises, les institutions, les ONG, ainsi de suite. Et ensuite, également, à dématérialiser les échanges entre ces administrés et l'administration publique. Donc, lancement de plateformes publiques qui permettent de
demander un visa en ligne, qui permettent de déposer un bilan en ligne, qui permettent de faire une demande de passeport, par exemple, directement en ligne. Mais il y a aussi des difficultés qui se font remarquer déjà, des fraudeurs qui essaient de créer déjà un autre site. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Aujourd'hui, l'une des pistes qui sont utilisées au Bénin, c'est bien sûr la certification, c'est-à-dire le fait de désigner des autorités de confiance crédibles pour rendre ces services et administrations. Donc, on va proposer des plateformes avec un design unique correspondant à la charte graphique de l'ensemble des services gouvernementaux. On va communiquer sur ces plateformes, on va informer les usagers de l'existence de cette plateforme, mais également de l'existence de ces plateformes pirates non officielles, en attirant l'attention des utilisateurs sur les dangers qu'il y a à utiliser cette plateforme non officielle. Donc, une politique de communication, une politique d'information, de sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation de cette plateforme. Donc, les dangers sont nombreux, les risques liés aux données privées qu'on expose sur ces plateformes. Je me rappelle, mais je ne vous arrête pas, il y a eu une information qui a circulé sur les réseaux sociaux que ceux qui ont travaillé jusqu'à une année donnée n'ont qu'à cliquer sur ce lien pour gagner 2 millions ou combien. Même moi-même, j'ai cliqué. Mais je me dis, je me suis fait prendre quoi. Donc, c'est des vrais défis en fait pour l'administration électronique parce que aujourd'hui, on a un public qui est globalement crédule, qui fait confiance en fait au contenu issu des réseaux sociaux. C'est peut-être le lieu très rapidement en 30 secondes de rappeler l'importance de faire attention. Tout ce qui vient d'Internet et des réseaux sociaux n'est pas du pain béni. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, de personnes de peu de moralité, de faible moralité, de peu de foi, d'individus aux motivations pas toutes positives, on va le dire comme ça, qui sont sur ces réseaux et qui essaient vraiment de profiter des opportunités, des lancements de pareils services pour pousser des services leur permettant de commettre des méfaits. Mais est-ce que, je me demande bien, numériser l'administration publique, ce n'est pas fragiliser tout un gouvernement? Parce que là, franchement, toutes les données sont là-bas. Sont stockées, voilà. Alors, oui, et c'est pour ça que dans tous les programmes d'administration, de digitalisation de l'administration, d'e-gouvernement, d'e-gouvernance et d'e-administration, le volet sécurité, c'est un volet très important. Au Bénin, nous avons globalement 2 grandes agences qui s'occupent de ce volet-là et qui suivent ce point précis pour tout l'ensemble des projets. Déjà, il faut dire qu'au sein de l'administration publique, il y a une agence principale qui s'appelle l'ACI, qui est en charge de superviser l'ensemble des projets e-administration, e-gouvernance de l'État. Ça permet quand même d'avoir un interlocuteur unique qui regarde un peu que les choses sont faites dans les normes, qu'il y a des procédures communes, qu'il y a une garantie d'interopérabilité, parce qu'il y a un risque, c'est que chacun développe son produit e-service, e-gouvernement ou e-administration. S'il n'y a pas une norme commune derrière, des règles communes, eh bien, après, il faut bien que l'administration 1 échange des informations avec l'administration 2. Et si on n'a pas ces règles communes, eh bien, on se retrouve encore avec un truc qui est complètement granularisé et ça pose des problèmes. Mais Franck Kakuyami, on se demande si les emplois ne sont pas menacés. Non. Alors, il faut se souvenir qu'au Bénin, taux de pénétration du mobile, il paraît qu'il y a 80% de la population qui a un téléphone mobile, mais seulement 30% qui ont Internet. Ça veut dire qu'il y a 70% des personnes qui n'ont pas accès à Internet. Donc, ces personnes ont toujours besoin d'aller vers des procédures classiques. Deuxième chose, ces plateformes sont développées principalement pour des personnes qui savent lire et écrire. Le français au moins, l'anglais dans le meilleur des cas. Donc, des personnes qui sont alphabétisées et qui vous souviennent que la majorité de la population béninoise est analphabète. Et donc, même si les efforts conséquents ont été consentis par les gouvernements successifs en termes d'alphabétisation, on a quand même une frange importante de la population qui ne peut pas être adressée via ces outils-là aujourd'hui. Et donc, ces personnes ont toujours besoin d'aller à un guichet de l'administration publique et afin d'obtenir les services auxquels
dont ils ont besoin. Donc pour l'instant, pas de risque encore en tant que tel. Hein, pas maintenant et pas à l'avenir, disons, dans les 15-20 ans. Parce que justement, il faut dire aussi que les agents aujourd'hui qui sont libérés parce qu'il y a une plateforme d'administration ne sont pas complètement libérés. Il faut toujours faire des contrôles. Il faut toujours s'assurer que les informations fournies sont correctes. Il faut toujours faire des traitements derrière et ces agents sont redéployés à des tâches ayant une plus forte valeur ajoutée pour l'administration publique plutôt que des tâches de guichet simple. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Franck Kouyomi. Lorsqu'on parle de e-gouvernance, il y a assez de choses. On aura le temps d'y revenir. Merci. Merci. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on a tout un ministère qui soit consacré au numérique. C'est déjà très important. Franck Kouyomi, merci. Bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Excellente soirée et allez les écureuils. Toujours, hein? Toujours. On a commencé par là et puis on referme la rubrique par là. Allez les écureuils. Alors, mesdames et messieurs, après autant savoir, nous allons installer notre expert. Et voilà, nous sommes avec Ulrich Merwele, mesdames et messieurs, il est coach motivateur. Avec lui, on va parler de job de vacances, comment éviter les pièges. Alors, monsieur Merwele, bonsoir. Bonsoir. Un jeune coach motivateur, je me permets de le dire. Oui, exactement. Comment vous portez-vous? Très bien, et chez vous? Je me porte très bien aussi. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau du Grand Rendez-vous. Alors, job de vacances, qu'est-ce qu'on y met? Tellement de choses, je me dis. Exactement, oui. Quand on parle de job de vacances, souvent, en anglais, on dit job, just overbroke. J'ai juste un travail, un métier de passager qu'on fait pour pouvoir avoir de l'argent ou pour pouvoir atteindre un objectif donné. Et par exemple, vous voyez les jeunes aujourd'hui, quand on parle de vacances, tout le monde accourt. Comment il y a des jeunes qui n'ont pas la possibilité, les parents n'ont pas les moyens, donc ils doivent travailler dans les vacances pour pouvoir payer leur scolarité. Il y a d'autres pour les fournitures scolaires. Vous voyez, donc il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui les jeunes, ils vont faire des jobs de vacances et ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont besoin. Surtout pour ces enfants qui sont des pères et en même temps des mères, pour leurs frères, pour leurs sœurs, pendant que le papa et la maman vivent bien. Exactement. Vous voyez, non? Donc, c'est vraiment un problème qu'on a aujourd'hui en Afrique. Il y a un problème de responsabilité. Oui. Et vous voyez beaucoup de jeunes qui arrivent à s'en sortir. C'est ceux qui se disent qu'il faut que je fasse quelque chose parce que mon avenir en dépend. Je me batte. Ouais. Donc, c'est comme ça. Beaucoup d'entre les jeunes, ils arrivent à faire des jobs de vacances pour avoir un peu de l'argent, pour financer leurs études et pour pouvoir acheter leurs bouquins, leurs fournitures scolaires, accompagner leurs petits frères. Et c'est comme ça qu'ils font pour s'en sortir. Pour s'en sortir, mais comment choisir son job? Oui. Est-ce que lorsque je vais peut-être prendre quelqu'un qui a son bac, bon, il a peut-être envie de devenir journaliste, je vais peut-être le dire ainsi, il décide de faire un stage quelque part, encore que là, il n'est même pas encore à un niveau de stage, je ne sais pas, de travailler Comment il va choisir? Parce qu'on voit les jeunes qui sont quelque part en train de vendre des fournitures, alors qu'ils ont un niveau quand même élevé dans un domaine donné, qu'ils peuvent quand même faire valoir ailleurs. Oui, exactement. Il faut voir un peu le contexte. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui font des jobs de vacances parce qu'ils sont obligés de le faire, parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent peut-être pour payer les frais de scolarité. Peut-être que le jeune veut faire les journalistes. Donc l'objectif premier, c'est déjà gagner quelque chose, gagner quelque chose pour poursuivre des études. Par exemple, moi, il y a déjà des années, quand j'ai eu mon bac, mes parents n'avaient pas les moyens. Donc j'étais obligé de me battre, faire des jobs pour pouvoir financer moi-même mes études. Vous voyez un peu, donc la plupart du temps... Et vous faisiez quel job? Je vendais les pagnes. Les pagnes? Oui, dans les entreprises, avec les DG, je rencontrais les DG. C'est comme ça, j'ai eu beaucoup d'amis, des relations dans les entreprises. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de personnalités. Parce qu'ils étaient étonnés de voir un jeune garçon en plus vendre des pagnes. Ouais, c'est souvent les femmes qui font ça. Donc, c'est pas parce beaucoup ont envie de faire des jobs de vacances pour pouvoir avoir de l'expérience pour leur carrière future. Mais ils sont obligés de faire des jobs de vacances pour avoir de l'argent, pour pouvoir financer leurs études. Parce que sans ça, par exemple, quelqu'un qui a le bac et qui veut faire le journalisme, mais il n'a pas les moyens. Donc, il est obligé de faire un job de vacances, n'importe quoi, pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter des bouquins dans le domaine, pour payer les frais de scolarité. Donc, des fois, d'autres sont contraints. Ils sont contraints, ce n'est pas qu'ils veulent, mais ils sont contraints à le faire. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe
actuellement. Mais l'autre problème, c'est qu'en ces temps-ci, ça court les rues. Partout, il y a des affiches passées sur les réseaux sociaux, job de vacances, parfois même avec précision du montant à gagner à la fin du mois. Et on se demande si ce n'est pas des pièges, tout ça. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais ce que je conseille souvent, il est très important de se renseigner. Même si vous voyez des jobs de vacances qui pullulent partout, c'est pas parce qu'il s'est affiché qu'il y a des jobs de vacances que je vais partir. Je vais me renseigner pour appeler, pour savoir de quoi il s'agit. Mais les canaux sûrs, ce sont lesquels? Oui, pour les jobs de vacances, vous voyez, quand vous allez, par exemple, il y a des structures qui en proposent. Par exemple, notre structure, par exemple, qui les jeunes sont intéressés, nous proposons des jobs de vacances aux jeunes pour les aider parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont besoin de pouvoir avoir des moyens. Vous voyez, donc nous proposons des jobs de vacances. À part ça aussi, il y a d'autres structures. Bon, ouais, quand vous voyez par exemple dans les feux tricolores, c'est collé partout, affiché partout. Vous voyez, même sur Zim, les gens peuvent venir te donner, ouais, prends le papier, voilà. Et peut-être par ce biais, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, une personnalité ou quelqu'un chez qui tu vas apprendre, tu vas travailler, et peut-être gratuitement, ou peut-être tu vas avoir un montant dérisoire, mais l'expérience, la connaissance te donnera la croissance. Et tu auras l'expérience, tu vas apprendre pour pouvoir réussir demain. Réussir demain. Mais dans le même temps, lorsqu'on parle de ces pièges-là, c'est qu'à un moment donné, certains se disent, on laisse ce contact, j'appelle, ce qui est en retour, je ne sais pas. On peut partir et il paraît même que certains voyages, on dit le travail est à tel endroit, dans tel pays, vous y allez, c'est pour faire autre chose que ce qui est prévu. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup de ces cas et beaucoup utilisent ces moyens-là de job de vacances parce qu'ils savent aujourd'hui que beaucoup de jeunes manquent d'argent. Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, ils passent par ce canal-là pour dire, faire le job de vacances, bien payé, tu seras bien rémunéré. Et derrière, c'est d'autres choses qui sont déguisées. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui sont déguisées derrière qui font que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peut-être ne sont retrouvés dans certaines situations qu'ils n'ont jamais souhaité. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient faire ce genre de choses. Mais parce qu'ils avaient besoin d'argent, on leur a proposé un job de vacances. Mais derrière, ils se sont rendus compte que c'est autre chose. Mais ils ont dit, on te dit, tu le fais ou pas? Voilà. Et voilà qu'il a l'argent là. Il a l'argent là. Il regarde l'argent, il dit, mais voilà. Mais ce que moi je dis aux gens, aux jeunes, c'est quoi? Vous ne travaillez pas pour gagner, vous travaillez pour apprendre. Parce que votre avenir ne dépend pas de l'argent que vous gagnez, mais de la connaissance que vous recevez, que vous apprenez. Vous voyez? Donc je dis souvent aux jeunes, cherchez la connaissance. Vous voyez un peu? Même si c'est un job de vacances qu'on vous propose et si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et une autre entreprise vous propose des jobs de vacances bien rémunérés, mais vous voyez, dans les deux structures, il y a cette structure, je gagne beaucoup d'argent, mais il y a cette structure, je ne gagne pas du tout, pas grande chose. Mais ici, j'apprends énormément pour ma carrière, j'apprends énormément pour ma vision. Vous voyez? Donc, il faut choisir souvent les jobs de vacances par rapport à la vision que vous avez. C'est par rapport à la destination, ce que vous voulez réaliser dans le futur qui vous amène à décider de choisir ce job-là. Et je dis souvent aux jeunes qui font des jobs de vacances, faites de votre divertissement un investissement. Faites de votre divertissement un investissement. C'est vrai que beaucoup font le job de vacances. Par exemple, moi, par exemple, j'avais fait un job de vacances il y a des années. Là, je travaillais pour une entreprise qui vendait des journaux. J'étais une passion pour moi, vendre, convaincre. Et là, je le faisais et j'ai rencontré un monsieur comme ça à la fin. C'était une passion pour moi de le faire, ce n'est pas l'argent. Mais en le faisant, j'ai rencontré un monsieur, un chef d'entreprise, qui m'a proposé de travailler avec lui dans une grande entreprise. Mais en ce moment, je n'avais pas le temps parce que j'étais très occupé et je poursuivais mes études et je n'avais pas le temps. Donc, j'ai eu accès. On peut trouver des opportunités à travers ces jobs de vacances quand c'est bien choisi. Oui, quand c'est bien choisi, parce que pas forcément. Quand c'est bien choisi, c'est peut-être que vous avez des aptitudes. Vos aptitudes, le talent que vous avez, vous les mettez à la disposition de la personne. Et ça peut vous permettre de pouvoir toucher, impressionner un DG ou un PDG pour vous recruter. L'autre aspect des choses, c'est que vous pouvez faire un job de vacances, mais pas forcément, ça n'a pas rapport avec vos talents, mais quand même, vous êtes humble, vous êtes une personne digne de confiance et vous êtes serviable. Donc la personne dit, mais je préfère travailler avec quelqu'un qui est serviable, digne de confiance, qui travaille avec une personne qui a la compétence, mais qui n'est pas loyale. Dans l'un ou l'autre des cas,
on gagne toujours quelque chose. Quand on ne gagne pas l'expérience, on gagne l'argent. Exactement. Merci beaucoup, Ulrich Merouele, coach motivateur. Avec vous, on parlait donc des jobs de vacances, comment éviter les pièges, comment choisir le job de vacances utile pour son avenir, utile pour soi. Merci d'être passé. Merci beaucoup. C'est donc terminé pour l'Expert et pour 3 grands plateaux. On va à présent retourner l'antenne à la rédaction pour le journal qui nous est présenté ce soir par Estelle Pazot. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les écureuils du Bénin sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN Égypte 2019. Après le match contre le Maroc qui leur a donné le ticket, ils se sont exprimés. Suivez leur réaction dans ce journal. Les internautes aussi se sont exprimés après la qualification des écureuils. Nous avons recueilli pour vous quelques-unes de leurs réactions. Et puis, on en prend souvent pour se désaltérer ou à la fin du repas. Mais le jus de fruits est parfois de mauvaise qualité et peut avoir des conséquences sur la santé. Un agronome attire l'attention des consommateurs. Après leur héroïque qualification au quart de finale vendredi dernier face aux Lions de l'Atlas, les écureuils n'ont pas caché leur joie. Certains d'entre eux reviennent ici sur cette rencontre qui restera gravée dans les annales du football africain. Ils sont au micro de Hospice Métoli. Avec toute humilité, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. À chaque fois qu'on va sur le terrain, on se dit voilà, on va là pour ne pas perdre et ramener le meilleur résultat possible. Notre objectif, c'était de passer les 8e. On a réalisé cet objectif. Maintenant, c'était que du bonus. Que du bonus. Et ce soir, ce qu'on a montré, c'est une grande solidarité. Et dans la solidarité, il y a solide. On l'a été. Et je pense qu'on a fait une très belle performance. Et franchement, on est très, très contents. Déjà, on savait que ce serait difficile de passer contre le Maroc. On savait très bien, on en est conscient, c'était une très bonne équipe en face. Mais nous aussi, on a gardé nos valeurs. On essaye de jouer tous en groupe. Il y a la solidarité du groupe. On a un groupe formidable. Donc on essaie tous de compter sur l'un l'autre et on essaie de faire la différence. C'est la folie parce que je pense qu'il n'y a personne ici qui pouvait penser qu'on allait se faire sortir Maroc. Donc je pense que tout le monde était surpris. Et même nous, les joueurs, on peut dire qu'on était un peu surpris par rapport à la procédure, comment le match s'est déroulé et tout. Mais franchement, c'est un rêve, comme je vous dis, c'est un rêve, c'est un truc de fou qu'on est en train de vivre là. La qualification des écureuils du Bénin pour les quarts de finale de la CAN Égypte 2019 continue de susciter des réactions. Les internautes aussi se sont largement exprimés au lendemain de cet exploit. Bruno Swali a lu quelques-unes de leurs réactions postées. Je vous invite à suivre. Les écureuils du Bénin en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, un exploit inédit qui grave désormais la date du 5 juillet 2019 dans les annales du football. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'emballement autour de l'événement sur la toile est à la hauteur de la surprise créée par les ambassadeurs béninois en Égypte. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, adresse sur sa page Facebook son message au 11 national, je cite, « Que d'émotions, belle victoire acquise de haute lutte, preuve que le travail sérieux et rigoureux paye toujours. Bravo les enfants, le pays tout entier est fier de vous. Au prochain défi. » Fin de citation. Le président Patrice Talon informera par la suite le peuple toujours sur sa page Facebook qu'il a joint au téléphone le 11 national pour lui transmettre ses félicitations. La joie du président de la République est partagée par l'ensemble des écureuils, anciennes comme nouvelle génération, et chacun y va de sa manière sur les réseaux sociaux. L'ancien gardien de but des écureuils, Yohan Djidonou, n'en revient pas toujours et écrit sur sa page Facebook « Mais qu'est-ce qui se passe? Le Bénin en quart de finale, exceptionnel. Bravo à tous, Satuné Alagbe, tu es un grand », déclare-t-il. Jodel Dossou exprime par le même canal sa fierté après la qualification avant de conclure sa publication en lançant que la route est encore longue. Pour Emmanuel Imoro, les écureuils ont souffert, rudoyés par les crocs des lions, mais motivés par le soutien des Béninois, les écureuils ont su faire le miracle. Un miracle qui, selon lui,
vaut plus que des millions car impossible n'est pas béninois. Maman Seibou, un des héros de la soirée historique du 11 national, remercie via Facebook le peuple pour son soutien et ses prières car les écureuils l'ont fait face au Maroc. Jordan Adeoti sur Instagram revient sur le scénario difficile de la rencontre entre son erreur qui permet l'égalisation marocaine et le carton rouge de Adénon avant de conclure que le Bénin est une équipe et a gagné grâce à la solidarité. La prestation des écureuils ne laisse personne indifférent. La Confédération africaine de football tweet à ce sujet et rappelle que le Bénin, qui n'a tiré que 3 points en match de poule, aujourd'hui se hisse à l'étape des quarts de finale de la CAN 2019. Un parcours qui semble atypique pour BBC News Africa qui appelle dans l'humour les Béninois à venir s'asseoir pour expliquer le vaudou. Plusieurs sites internet de sport ne tarissent pas de superlatifs devant l'exploit du Bénin. Eurosport parle carrément de séisme au Caire. On peut lire sur le site que la sensation Bénin sort les Lions de l'Atlas. RFI publie à son tour sur son site CAN 2019, le Bénin s'offre le Maroc et un quart historique. Jeune Afrique, dans le même sens, souligne l'exploit du Bénin qui élimine le Maroc aux tirs au but. France 24 parle plutôt de la surprise du Bénin qui élimine le Maroc et file en quart. Le site de Média 24, lui, se consacre à la débâcle des Lions de l'Atlas et relaie les déclarations de Hervé Renard dans son interview. Selon le site, le technicien français se dit responsable et assume les résultats. Il déclare que lorsqu'on est coach, il faut rester calme dans toutes les circonstances. Ça ne sert à rien d'insulter qui que ce soit ou de mettre la faute sur les autres. Ce n'est pas mon genre et c'est à moi d'assumer les responsabilités. Fin de citation. Hervé Renard poursuit au sujet de son équipe et déclare ceci. Ça fait 3 ans et demi que je suis au Maroc avec des joueurs qui m'ont beaucoup donné. Ce soir, il est encore tôt. On va rentrer à l'hôtel et malheureusement, il va falloir faire nos valises. Et puis, avec la déception, les jours qui vont s'écouler, chacun prendra les décisions qu'il doit prendre en son âme et conscience. Au sujet du Bénin, le sélectionneur national du Maroc déclare, je cite, « Je félicite le Bénin. L'équipe béninoise a battu l'Algérie en qualification et a fait un match nul contre le Ghana et le Cameroun en phase de groupe. Nous nous sommes retrouvés en dehors de la compétition et je suis responsable. » Autre information à présent, le directeur des examens et concours du ministère des Enseignements maternels et primaires, Victor Adorinzin, a annoncé vendredi dernier les résultats du certificat d'études primaires session de juin 2019. 84,18%, c'est le taux de réussite et le classement par département révèle le littoral premier avec un taux de réussite de 89,81%. Il est suivi successivement du Koufo, de l'Ouémé, de l'Atlantique, du Mono, du Plateau, du Borgou, du Zou, de la Takora, des collines, de la Donga et de la Libouri. Cette année, les résultats sont en progression de 16,64% par rapport à 2018. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain pour l'organisme. Edgar Degueno est agronome. Il nous en parle au micro de Samson Thiomon et Lazare Migan. Au-dessus de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires.
dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin. Il y a l'agence donc qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Une brève pour finir ce journal. Les producteurs mondiaux de café se retrouvent du 10 au 11 juillet prochain à Sao Paulo au Brésil dans l'espoir de trouver des solutions aux nombreuses contraintes qui pèsent sur le secteur. Le forum, deuxième du genre après celui de la Colombie en 2017, devrait aussi être l'occasion de discuter des moyens pour assurer des revenus durables aux producteurs de café. D'après les organisateurs, les participants vont aborder notamment la possibilité de la mise sur pied d'un prix plancher d'achat du café, à l'image de ce qui se négocie actuellement pour le cacao par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Estelle Pazou pour la présentation. On se dit à quand? À demain? À demain, 12h45. Merci beaucoup. Toujours avec le même plaisir. On va vous retrouver demain à 19h déjà. Mesdames et messieurs, on continue le grand rendez-vous ici pour retrouver le dernier expert de ce soir. Il sera reçu dans le monde agricole avec Karamat Agbatao. Le financement, la clé du développement agricole, on aborde le sujet avec Djibril Azonsi, il est ingénieur agroéconomiste. Il va parler de toutes ces informations avec Karamat Agbatao tout à l'heure, après avoir suivi ce reportage. L'absence quasi totale de financement, c'est l'une des grosses difficultés que rencontrent les acteurs agricoles. La problématique est d'actualité et touche la plupart des exploitants de ce secteur vital. La société coopérative s'est constituée sur fonds propres de chacune des personnes physiques et morales qui la constituent. Donc, les acteurs ont eux-mêmes mis en commun leurs propres moyens et jusqu'à ce jour fonctionnent sur leurs moyens propres. On a besoin d'un meilleur atelier pour transformer mieux les produits et pour évoluer comme on le souhaitait depuis le départ vers un label. Il y a des gens qui demandent les échantillons. Quand j'envoie les échantillons, ils demandent si j'ai l'ISO. Et la certification. Voilà que pour avoir la certification, c'est tout un processus. Donc je n'ai pas encore eu les moyens et trouver une structure adéquate pour pouvoir m'aider à aller jusqu'au bout pour avoir l'ISO. Si j'ai plein de commandes, mais je n'ai pas la certification. Dans l'optique d'assurer l'écoulement des produits dans un environnement aussi concurrentiel, la certification devient un outil indispensable et incontournable dans la chaîne. Faute de moyens et d'accompagnement de la part des structures financières, beaucoup peinent à se mettre au pas. Selon les statistiques, seulement 5% des crédits bancaires sont alloués à l'agriculture en Afrique. D'où la nécessité d'asseoir un mécanisme de financement des acteurs agricoles. Ça implique que nous identifions nos produits agricoles stratégiques. 2. Que nous puissions dire, dans ce secteur agricole stratégique, quels sont les acteurs qui sont les mieux à même, des professionnels, pas ceux qui viennent nous donner la chance. Et trouver des moyens financiers, ça existe. Pour l'ensemble de ces acteurs, pour avoir une masse d'acteurs qu'on va élargir progressivement en attendant de pouvoir couvrir l'ensemble des acteurs. Pour avoir un financement propre et approprié à l'agriculture, il faut vendre avant de produire et produire par rapport aux besoins du marché. Soucieux du devenir de leurs entreprises, les producteurs invitent les autorités compétentes à prendre les mesures urgentes.
Quand on a la possibilité d'aller vers des ateliers internationaux, on s'étonne que le Bénin reste le plus gros pays où la volaille vient d'ailleurs. Donc il serait quand même intéressant que les autorités mettent en œuvre le cadre juridique qui permette de protéger la consommation et la production locale. Réunis par le truchement du marché agricole, ces acteurs dévoués à la tâche caressent le rêve de voir un visage plus radieux de l'agriculture au Bénin. Pour y parvenir, ils urgent de lever toutes les contraintes ou barrières au décollage de ce secteur porteur. Et nous retrouvons Karamata Gbataou, la Karada Karade. Bonsoir. Heureuse d'Anondé, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Vous portez très bien le week-end, calme ou mouvementé? Le week-end, ça a été, on a passé tout le week-end un peu comme les autres Béninois, n'est-ce pas, à célébrer la victoire. La victoire des écureuils, effectivement. C'était simplement beau. Beau. Et nous sommes avec Djibril Azonsi ce soir, ingénieur agroéconomiste. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Le week-end de votre côté, mouvementé, calme? Bon, aussi calme, mais comme l'a dit Carmen, on a profité pour célébrer aussi la suite de la victoire, n'est-ce pas, des écuries. Effectivement. Et on parle du financement dans le domaine agricole. Exactement, heureuse d'annoncer les acteurs agricoles aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes, surtout financement, ils sont jeunes. Mais j'espère qu'il a dit que le financement, ça existe. Le financement existe et notre invité ne nous dira pas le contraire, mais c'est justement que pour avoir à ce financement, c'est pas toujours aisé. Et c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui avec notre invité, de voir un peu comment aider ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, le secteur agricole aujourd'hui est riche de jeunes qui innovent, qui veulent bien travailler, mais leur seul handicap, pour la plupart, c'est le financement. Mais je voudrais savoir, monsieur Djibril Azonsi, c'est vrai que c'est l'un de nos problèmes, le financement, mais est-ce que c'est parce que les financiers ne veulent pas collaborer ou bien parce qu'ils n'ont pas d'informations suffisantes? Merci beaucoup. Je crois que vous avez touché le nœud du problème. On a au Bénin un certain nombre de banques. On a également un certain nombre de structures de microfinance. Mais le problème se pose toujours parce que ces acteurs, ils sont dans un, je dirais, dans un camp, mais ils ne veulent pas aussi se rapprocher de l'autre camp pour comprendre comment est-ce que ça se fait. Parce que pour la plupart d'entre eux, le secteur agricole reste toujours un secteur à haut risque. Ce qui n'est forcément pas le cas. Je crois qu'il va falloir que tous ceux qui sont dans le monde de la finance se rapprochent beaucoup plus pour mieux comprendre, cerner le secteur agricole. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est la base de notre économie. Et eux aussi, ils tirent une partie de l'économie. Donc, on ne peut pas se regarder en chien de faïence. Donc, il va falloir que les deux acteurs se rassemblent et se regroupent pour pouvoir s'entendre l'un par rapport à l'autre. Mais il faut dire qu'ils sont aussi réticents par rapport à ces jeunes-là parce qu'ils se disent qu'ils manquent d'expérience. Et s'ils sont aussi réticents, comme vous le dites, heureuse d'Alondé, c'est parce qu'ils se disent aussi qu'on leur accorde des fonds, mais pour la plupart du temps, ces fonds-là ne servent pas à l'agriculture, enfin. C'est pour autre chose. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? C'est vrai, on a eu des expériences par le passé où ça a été comme, je dirais, de puissants échecs. Les gars, ils ont pris les sous, mais après, c'est détourné pour autre chose. Ça, je suis d'avis par rapport à ça. C'est même pas dans le privé, même dans le public même. Bien sûr, ils en ont pris. Bon, je ne vais pas citer... oui, nous ne revenons pas sur ça. On ne va pas revenir sur ça. Mais vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vrai, ils se disent que les jeunes n'ont pas assez d'expérience. Mais paradoxalement, c'est quand même, je dirais, la force vive, c'est eux, en réalité, qui sont le futur. C'est eux les futurs entrepreneurs. C'est eux qui vont gérer le pays les années à venir. Ainsi, donc, on doit pouvoir leur faire confiance. Bien sûr. Seulement, ce que moi, je préconise, c'est qu'on puisse mettre un cadre. C'est qu'on puisse les cadrer en réalité. S'il y a pas, si on ne les cadre pas, c'est normal qu'ils dévient. Un entrepreneur, celui qui débute en entrepreneur... Moi, je suis un entrepreneur, comme vous le savez. Celui qui débute, forcément, il y a des erreurs qu'il doit commettre. Qu'est-ce que vous mettez dans un cadre? Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Si je dis cadrer, c'est quoi? Le financement ne se met pas en place du jour au lendemain. Il y a des préalables qu'il faut. Alors, lorsque, par exemple, le jeune se présente avec son projet, c'est vrai, comme j'ai dit, les structures bancaires ne comprennent pas. C'est-à-dire beaucoup de choses. Pas toujours le fonctionnement du secteur agricole. Non seulement c'est aléatoire, mais bon, ça, c'est ce qui se dit. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est répandu un peu partout. Mais c'est forcément plus ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité de produire 24 heures sur 24, de produire 12 mois sur 12.
on a des technologies, donc des innovations qui existent. changé. Ça a changé. Il faut revoir la base de données. Exactement. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que ces acteurs se rapprochent du secteur pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, lorsque, par exemple, le jeune a une idée de projet ou il a son plan d'affaires, comme j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas le plan d'affaires en réalité qu'on doit financer. Parce que dans le plan d'affaires, tout est mis en place pour que ce soit bancable. Mais la réalité, c'est autre chose. Mais je crois que c'est un processus. En dehors du plan d'affaires qui est soumis à la banque, il faut qu'on mette en place d'autres stratégies pour toujours vérifier ce que l'idée de projet ou ce que le projet soumis dit. Par exemple, si le projet dit, bon, ok, c'est rentable à tel %, c'est vrai, c'est sur papier, c'est des calculs qui sont faits. Et comme vous le dites, l'agriculture, c'est d'autres réalités. Il n'y a pas que les calculs, c'est d'autres réalités. Il suffit juste peut-être qu'il manque 10 millilitres de pluie, et puis, paf, la réduction tout peut partir. Vous voyez un peu. Donc, il y a d'autres paramètres. Donc, moi, je suggère, si par exemple le projet vient au niveau de ces structures de microfinance, qu'ils prennent la peine de se rapprocher. Il y a beaucoup de cabinets, beaucoup d'expertises qui existent, qui se rapprochent de ces experts pour pouvoir mieux analyser. Ça dit faire une autre analyse du plan d'affaires. C'est en fonction... Il va vous dire, ce jeune-là, qu'il cherche l'argent pour financer son projet et il faut qu'il aille chercher de l'argent pour faire appel à un cabinet parce que ce n'est pas gratuit ce que le cabinet ira faire. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. En fait, je vous explique. Lorsque, par exemple, le jeune demande un crédit, le crédit n'est pas gratuit. Vous le savez. Il y a des frais de gestion qui sont liés à ça. Je pense, l'IMF, en tout cas la société de microfinance ou la banque qui veut aller dans ce secteur doit pouvoir se faire accompagner. Un peu comme si vous voulez acheter par exemple aujourd'hui des parcelles, on vous oblige à aller vers le notaire et autres, mais ce n'est pas gratuit. Pourtant, les gens le font depuis des décennies. Je voudrais qu'on revienne rapidement au mode de financement qui existe aujourd'hui. Un peu comme un état des lieux, pour voir là où nous en sommes, quelles sont les insuffisances et qu'est-ce qu'il faut améliorer surtout, parce que le financement, il existe désormais pour les jeunes acteurs agricoles. Oui, le financement, il existe. Ça, c'est une réalité. Voilà. Et comme vous l'avez dit, c'est la manière d'y accéder qui en réalité pose problème, varie d'un sujet à un autre. Alors, pour le moment, il y a 3 mécanismes de financement pour le secteur agricole. Le premier mécanisme, c'est déjà les subventions mises en place par l'État et puis d'autres projets, programmes également. Souvent, c'est des subventions sous forme d'équipement. Bon, il y en a parfois qui vont jusqu'à de l'argent sonnante et puis trébuchante. Voilà, donc ça, c'est le premier cas d'accès au financement pour les acteurs qui sont dans le secteur agricole. Le deuxième cas, c'est également, je dirais, des fonds de garantie qui sont mis en place auprès de ces structures de microfinance qui permettent à leur tour de mettre en place des crédits pour les bénéficiaires de ces projets-programmes. C'est souvent lié. Supposons un programme veut intervenir dans une zone A, il identifie la microfinance qui est dans la zone, il négocie avec eux, il dépose un fonds de garantie qui permet maintenant à la microfinance de pouvoir accompagner les jeunes qui sont dans cette zone A ciblée par le projet. Ça, c'est la deuxième forme. La troisième forme d'accès au micro, en tout cas à la finance, pour les acteurs qui sont au niveau du secteur agricole, c'est d'aller directement vers ces structures de microfinance et aller négocier. Supposons que je suis un entrepreneur dans une commune Est, je vais voir la microfinance qui est là. Bon, ok, j'ai besoin de financement pour tel projet. Ok, certainement, ils vont nous demander des garanties, tout ça. Je fournis ces garanties et puis j'ai directement accès à ce financement. Et est-ce que ça prend combien de temps pour avoir ce financement? Voilà. Parce que je crois, lors de nos échanges, vous m'avez dit qu'il ne suffit pas d'avoir le projet et tout de suite rêver à un quelconque financement. Non, il faut déjà démarrer avec ses propres fonds, quitte à avoir un soutien financier bien plus tard. Mais ça prend combien de temps? Ouais, au minimum, je dirais pour les cas que moi j'ai suivis de près, c'est au moins 3 mois. Mais c'est pas beaucoup, à mon avis. Ben, écoutez, en 3 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Lorsque je mets par exemple mon grain de maïs dans le sol, en 3 mois, j'ai assez de choses. Est-ce que c'est après, peut-être à la récolte, j'aurai assez à ce financement? Ça ne me servira plus à rien. C'est ça, regardez les réalités. Par exemple, j'ai eu à gérer un projet au niveau de la vallée de l'Ouémé. Je vous dis, tous les dossiers ont été montés. Le planning est soumis à l'institution de microfinance qui est bien conscient de la progression de la campagne. Mais je vous dis, c'est à la fin de la campagne que le décaissement a été fait. Les acteurs veulent avoir accès à ce financement. Dit, moi, je ne porte plus garant pour que vous puissiez avoir accès à ça, parce que là, maintenant, l'objectif est déjà passé. Exactement, donc il faudra attendre simplement la campagne prochaine pour pouvoir avoir accès. Donc ça, c'est les réalités du terrain. Franchement. Les gens, ils sont conscients que le financement doit venir à une période T,
Mais du fait peut-être des procédures... C'est peut-être fait exprès. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu à ce qui relève de l'autorité, le gouvernement. Je sais qu'il y a un fonds qui existe aujourd'hui, le FNDA, le Fonds national de développement agricole. Quel est son rôle? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais je crois qu'il n'a pas encore trop évolué. L'idéal serait d'avoir l'un des responsables sur le plateau pour aborder le sujet Karamata Bataou. C'est vraiment mieux. Mais il en sait quelque chose aussi. Il en sait quelque chose. Bon, au niveau de le rural, on fait un travail avec eux. Voilà. Je crois actuellement, ils sont en train de définir un peu les bases de collaboration avec les nouvelles structures de l'État, les ATDA, pour voir dans quelle mesure... Les ATDA, ce sont les agences territoriales de développement agricole. Exactement. Il y en a 7, je crois, sur l'étendue du territoire. Donc, c'est beaucoup plus avec eux que le FNDA. En fait, le FNDA ne met pas en place de financement, mais il permet d'avoir le financement. Facilite l'accès. Merci beaucoup, Monsieur Djibril Azonsi. Si on veut faire le résumé rapidement pour ceux qui viennent de nous prendre au vol. On n'aura plus le temps de faire un résumé. Oui, je sais, mais c'est pour dire le financement existe. Le financement existe. Merci beaucoup. Tout simplement. Le financement existe. Il faut donc aller vers les personnes indiquées. Indiquées, tout court. Et ce sera tout pour Monde agricole et pour le grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Mais on ne va pas partir. On ne va pas partir sans vous laisser suivre en rappel les prévisions météorologiques. Et c'était les prévisions météorologiques de demain 7 concoctées pour nous par Harold Couton qui nous permet de saluer tous ceux qui nous ont suivis depuis 19h de Bopa, de Atiémé, de Lokossa dans le département du Mono. Merci à tous pour l'attention, on vous remercie. D'ici là, portez-vous très bien.